Bonjour les pépites, voici la vidéo bonus jumelée à celle sur le film L'Héritier avec Jean-Paul Belmondo, une vidéo dans laquelle je vous parle du film, que je vous conseille, que je vous dis pourquoi il faut absolument le revoir. Le lien est dans la description. Alors pourquoi une vidéo bonus? Parce que le sujet de cette vidéo est lié à ce film. Dans L'Héritier, en effet, tourné par Philippe Labro en 1972, il y a un lieu important dans lequel sont filmées plusieurs scènes du film. C'est un wagon, ou plus exactement, une voiture transatlantique. Le personnage de Jean-Paul Belmondo y organise un conseil d'administration, il se livre aussi avec l'un des personnages féminins joué par Carla Gravina, un jeu de séduction un petit peu brutal. Bref, c'est un décor, un des lieux emblématiques du film, et ce wagon, pas comme les autres, on l'a retrouvé. Montez à bord, je vous dis tout juste après le générique. Bon, alors quand je vous dis qu'on l'a retrouvé, plus précisément des passionnés de chemin de fer l'ont retrouvé et le restaurent en ce moment même. Direction les Hauts-de-France, le Pas-de-Calais, à Oigny, où l'on retrouve par téléphone Laurent Gosselin. Il est vice-président du CMCF, responsable atelier restauration. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le CMCF? Alors, le CNCF, c'est le Centre de la mine et du chemin de fer. C'est une association qui a été créée en 1993, dont le but est de présenter le train sous toutes ses formes, c'est-à-dire du train miniature, comme on l'a tous connu étant gamin. Le train qu'on appelle à vapeur vive, c'est le train qui roule dans un parc, et le train réel. Donc voilà, ça c'est pour la partie train. Et comme on dit centre de la mine, il y a aussi forcément une partie mine, puisque on est sur l'ancien carreau de la fosse 2 de Oigny, dans lequel il y a un musée aussi de la mine, qui est tenu par les Amis de la mine, une association d'anciens mineurs, qui présente le métier de mineur dans une ancienne école de mine qui servait à expliquer aux jeunes galibots le métier de mineur avant de descendre au fond. Voilà. Sur le même site, on a aussi une troisième association qui est venue se greffer maintenant il y a une vingtaine d'années. Et c'est l'association l'AKPF, qui est l'association des ambulants postaux, qui étaient les facteurs du rail, qui étaient les gens qui triaient le courrier dans les trains de nuit. Donc voilà. Alors, ce wagon, plus exactement cette voiture transatlantique, quelle est son histoire? Alors c'est une voiture de 1931 qui est une voiture, donc comme vous le disiez, une voiture transatlantique. Alors pourquoi transatlantique? Puisque c'était des voitures qui étaient de luxe et qui servaient à emmener la haute société des années 30. Donc ils prenaient le train à Paris-Saint-Lazare, direction Cherbourg maritime. Et là les gens descendaient, prenaient le paquebot, direction les États-Unis. Donc forcément, dans les années 30, c'était pas tout le monde qui prenait après le paquebot pour traverser l'Atlantique. Et donc ces voitures, elles ont circulé sous cette configuration train de luxe jusqu'au début des années 40. Donc quand je dis des voitures de train de luxe, pour imaginer à l'intérieur, si vous voyez un peu ce que c'est le train bleu, on est un peu sur le même principe, des voitures avec des grands sièges, très confortables. On n'avait pas de marqueterie, par contre, c'était plutôt des panneaux laqués. Mais voilà, c'était quand même des voitures très confortable. Et donc elle roulait toujours par couplage. Alors couplage, pourquoi? Parce que c'est des voitures qui fonctionnaient par deux. Il y avait une voiture qui était 100% salon et une voiture qui était salon plus cuisine, puisque les gens mangeaient à bord de ces voitures. Alors Laurent, cette voiture va ensuite avoir une autre vie, d'autres fonctions. Dans les années 40, guerre faisant, et puis après la guerre, au final, le trafic aérien a pris le dessus après sur le trafic maritime. Ces trains, ils sont meurent d'eux-mêmes. Et les voitures ont été transformées en voitures compartimentées. Et donc 8 compartiments, donc en première classe essentiellement. Et alors soit que première classe et classe assise, ou première classe assise et transformable couchette le soir. Et sauf une, donc qui a été transformée en voiture de service, qui est servée pour les agents SNCF. Donc dedans, ils ont revu complètement la configuration de la voiture. Il y a la moitié de la voiture, c'était une grande salle de travail. Et après, l'autre partie, il y avait un bureau, 2 compartiments pour les agents SNCF et une cuisine. En gros, cette voiture servait pour les agents SNCF et les ingénieurs qui, lorsqu'ils faisaient des inspections de voies ou des inspections de nouvelles voies qui étaient faites ou d'électrification de voies. Donc c'était une voiture de travail. Et dedans, il y avait plein d'instruments de mesure, etc. Et cette voiture passe à la postérité grâce au film L'Héritier en 1972. Alors pourquoi et comment cette voiture a-t-elle séduit Philippe Labro? Philippe Labro, il cherchait un endroit un peu particulier, donc dans le cadre du film,
où il y a Jean-Paul Belmondo qui est l'acteur principal, qui reprend les rênes de la société de son père. Il veut faire un conseil d'administration et il cherchait quelque chose un peu atypique comme bureau, et donc dans un train. Et cette voiture était vraiment appropriée par rapport à ce qu'il cherchait. Et puis donc voilà, donc la voiture elle a servi, on la voit très bien dans le film. Elle est dans son jus, hein, pas en mauvais état, mais en état d'origine. Elle est dans le même jus que dans l'état du film. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans l'époque des années 70. Quand je dis dans son jus, c'est-à-dire qu'elle a pas été transformée depuis. Elle est vraiment pareille, quoi. Ce qu'on voit dans le film, c'est ce qu'on voit les gens quand le public rentre dans la voiture, ils sont dans le film, quoi. C'est exactement ça. C'est tout à fait pareil. Alors, état, nous en tant que passionnés et restaurateurs de voitures, nous on va dire elle est en très bon état. C'est vrai que visuellement, quand on la regarde, on dit la peinture est défraîchie. Mais voilà, il n'y a pas... L'impact de rouille, il est très faible, la carrosserie, elle a presque rien. Les seuls soucis, il y en a un petit peu d'infiltration qu'on a traité rapidement lorsque la voiture est arrivée chez nous en 2000. Nous était confiés en 2007, mais la voiture est arrivée chez nous en 2019. Et comment cette voiture est-elle arrivée dans vos ateliers du CMCF à Wagny ? Alors, comment c'est arrivé? C'est une voiture qui a arrêté sa carrière au début des années 2000. Et à l'époque, on avait un de nos membres qui était passionné par les voitures. Et beaucoup de passionnés de chemin de fer sont passionnés avant tout par les locomotives, mais là, on avait un passionné qui était vraiment pour les voitures voyageurs. Et cette voiture-là, fin de carrière, elle normalement destinée après à être ferraillée. Il s'est dit, cette voiture-là, faut pas la laisser partir. Donc, il a des contacts, etc., avec la SNCF, et cette voiture a pu être sauvée, et elle nous a été confiée. Donc après, on a monté tous les dossiers, etc., de convention, et alors ça a pris un peu de temps, et puis de fil en aiguille, ça a été accepté, et puis la voiture est arrivée chez nous. Donc voilà, c'est une voiture qui est arrivée chez nous, nous, sachant que nous, on avait déjà une voiture transatlantique, qui est sous configuration... on appelle ça A8, C8, c'est-à-dire que c'est une voiture première classe, 8 compartiments première classe, transformable en voiture en couchette également pour la partie nuit. Et cette voiture, on l'a laissée intérieurement en A8, C8, mais on lui a redonné une livrée d'origine extérieure. Alors pourquoi je dis livrée d'origine extérieure? C'est-à-dire que les voitures transatlantiques, dans les années 30, elles avaient en couleur, elles étaient divisées en 3 teintes, c'est-à-dire qu'on avait le dessous des vitres qui était vert foncé, au niveau des hauteurs de vitres, c'était vert clair, et le toit blanc. Donc on a voulu reprendre cette livrée-là, parce qu'il n'y a personne qui connaissait cette livrée. Et aujourd'hui, on n'en parle pas trop, donc les gens sont très surpris de voir cette livrée-là. Et la voiture de Belmondo, on la remettra dans cette livrée transatlantique, c'est-à-dire vert clair, vert foncé, et toit blanc. Alors je le rappelle, nous sommes en compagnie de Laurent Gosselin, responsable atelier qui bosse sur la restauration de la voiture transatlantique dans laquelle Jean-Paul Belmondo joue plusieurs scènes du film L'Héritier. Alors on se doute bien, une restauration c'est un travail de longue haleine, beaucoup de travail de la part de ses passionnés et du budget aussi. Et ce n'est pas une bonne étoile mais 2 bonnes étoiles qui se sont penchées, qui ont apporté leur soutien à ce projet. Laurent Gosselin. La voiture, quand on a vu un peu l'état de la voiture, on a dit elle est plutôt en bon état, vu ce qu'on voulait en faire, c'est-à-dire que nous, le but derrière, c'était de la remettre en circulation. On s'est dit, il y a quand même de l'argent à aller chercher, autre que la partie peinture, c'est-à-dire qu'il faut refaire une remise en conformité de tout le train de roulement, tout le freinage, etc. Donc là, ça demande un peu de fonds. Donc quand on a vu que le budget il était de 56 000 €, on a dit, nous, en tant que bénévole et une association, c'est peut-être compliqué. Donc on s'est tourné vers la Fondation du patrimoine, on les a contactés, on a présenté le projet. Ils ont tout de suite adhéré au projet. Alors, ce qui a fait beaucoup aussi qui a adhéré au projet, c'est que, c'est une voiture d'un film qui est quand même connu, avec des acteurs qui sont très connus. Parce qu'il y a Jean-Paul Belmondo, il y a Jean Rochefort. Et surtout, c'est que avant de présenter le dossier, de monter le dossier avec la Fondation du patrimoine, moi, j'avais écrit à Philippe Labro et à Jean-Paul Belmondo pour demander s'ils voulaient on pouvait associer leur nom à la restauration de cette voiture. Ils ont accepté, donc là c'était une vraie joie lorsque j'ai reçu les courriers à la maison de voir qu'ils associaient. J'ai les 2 courriers, donc c'est génial. Et Philippe Labro m'avait même envoyé une photo de lui et Jean-Paul Belmondo qui sont assis justement sur la partie arrière de la grande baie vitrée. Et donc forcément, lorsqu'on présente un dossier comme ça à la Fondation du patrimoine, ça accroche tout de suite, quoi. Donc ils nous ont suivis, donc ça a démarré en 2019. Là ici, on est en 2024, ça fait 5 ans, on doit aller chercher 56 000 €. Et on a réussi à avoir les sous, les 56 000 € ils sont atteints.
De part, alors on a des donateurs qui sont des donateurs des particuliers, hein, qui donnent et puis qui qui leur permettent de défiscaliser leurs dons. Et puis on a appris une partie qui vient de la Fondation du patrimoine en elle-même qui nous aide. Donc voilà. Et le lien, évidemment, si vous souhaitez participer financièrement à cette restauration, le lien est sous la vidéo. Et là, c'est parti, les bénévoles travaillent d'arrache-pied. Ah là oui, là maintenant on va attaquer vraiment la grosse partie du travail. Donc comme je disais tout à l'heure, nous on a fait tout de suite, lorsqu'elle est arrivée chez nous, c'était la mettre hors d'eau. C'est-à-dire toutes les infiltrations qu'on avait en toiture, on a traité ça rapidement. Les quelques attaques de rouille qu'on avait sur caisse, on a traité tout de suite pour protéger et pas étendre les dégâts. Et là ici, c'est arrivé ici ce mois-ci, on a rentré la voiture en atelier et comme ça on va pouvoir travailler au sec et puis commencer la partie boiserie, fenêtres, etc. Alors pour la partie boiserie, c'est quand même un métier particulier que nous on maîtrise pas, donc là on va passer par un ébéniste. Il y a des professionnels du métier pour ça, donc on passe par eux. Et on sait que ce sera fait dans les règles de l'art. Et combien il y a de bénévoles qui travaillent plus particulièrement sur cette voiture transatlantique ? Pour vous donner un ordre d'idée, nous l'association, on est une centaine de membres, qui est divisée après en 3 parties. Et nous, dans la partie atelier de restauration, on est une trentaine. Et sur la trentaine, en fonction des affinités, on va dire, on a une petite dizaine de membres qui sont vraiment attachés à cette voiture. Donc voilà. Mais vous savez, sur une voiture, un chantier comme ça, déjà 10 membres, c'est déjà beaucoup. Après, il ne faut pas non plus qu'on se marche dessus. Donc voilà. Alors évidemment, il y a des questions que tout le monde se pose. C'est quand sera finie la restauration ? Alors nous, on ne se met pas vraiment de date butoir. On va dire qu'il y a entre 3 à 5 ans, ça peut être fait. Alors on se dit que dans les 5 ans, elle est finie. C'est quand même pas mal déjà. Sachant qu'on est des bénévoles et qu'on a d'autres projets aussi à côté. Si c'est moins, tant mieux pour nous. Donc voilà, on n'arrive pas à se rendre... C'est difficile aussi pour nous, parce qu'aujourd'hui, toutes nos restaurations sont faites 100% par nos bénévoles. Et là, c'est la première fois où on va attaquer un chantier où ce sera une partie par les bénévoles et une partie qui sera faite par des sociétés privées, où forcément le rythme de travail est bien plus rapide que nous, puisque là, c'est 5 jours sur 7 où ça avance. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut déjà la visiter, cette voiture transatlantique ? Aujourd'hui, elle est déjà visitable sur le site. D'accord. Bon, là, ici, on va là dans l'état. Ça fait 3 ans que nous, on l'ouvre au public pour pouvoir la présenter. Et puis en même temps, le fait de la présenter, ça permet aussi de récolter des fonds. Là, ici, on va rentrer en phase de chantier, donc on va sûrement regarder, alors on l'ouvrira pas tous les à chaque ouverture de dimanche, on l'ouvrira, je pense, lors des gros festivals. On fera des ouvertures ponctuelles et puis pour montrer un peu l'avancée des travaux, sachant qu'il est prévu pour les donateurs de faire des visites de chantier. Et là, c'est quand même important aussi de donner un état d'avancement, parce qu'il y a des gens qui donnent comme ça et leur permettent d'avoir des visites privilégiées sur ça. Et Laurent, vous me disiez en off qu'il y aurait également peut-être du projet avec Philippe Labro. Il y a même un projet fou, il est partant, hein. C'est là où elle va stationner. L'idée, c'est de pouvoir sortir la voiture à l'extérieur de l'atelier. Et moi, je voulais faire une diffusion du film L'Héritier en extérieur sur le mur de l'atelier. Donc il m'a ah oui, tout de suite, il m'a dit ah ouais, super idée, il serait partant. Donc voilà, ça fait partie aussi des idées aussi pour accrocher et puis donner un peu de vivant. Et dans le long terme, donc cette voiture, c'est de la mettre en circulation sur le réseau SNCF par le biais d'associations qui circulent déjà, qui font des trains historiques sur le réseau SNCF, avant que nous, on la prenne en charge en termes de trains historiques. Voilà. Sachant que la Fondation du patrimoine, c'était un des deals, ne voulait pas que la voiture soit restaurée et que reste cachée dans un hangar pas visible du public. C'est absolument, c'était le point d'or pour que la souscription se fasse, fallait que ce soit vu. Faut que la voiture soit visible par le public. Et le plaisir aussi pour les gens de poser un petit peu comme Jean-Paul Belmondo. On a la photo d'ailleurs. Ah ouais, c'est le fameux angle où il y a Jean-Paul Belmondo qui s'assoit contre la baie vitrée avec les bras croisés. Et on met cette petite photo juste à côté. Et le public, quand il vient, les visiteurs, forcément, ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre la même position et puis de se faire une petite photo souvenir, dire oui, j'étais au même endroit où il y avait Jean-Paul Belmondo qui était là, donc c'est rigolo, quoi. Vous avez envie de voir cette voiture transatlantique, envie de voir aussi tout ce que font ces passionnés du train au sein du CMCF, le centre de la mine et du chemin de fer. Ça tombe bien parce qu'ils organisent des festivals. Alors nous, on est ouvert au public d'avril à octobre, alors il y a différentes dates qui sont prévues. On fait 2 festivals par an, on en fait un au mois d'avril,
pour ouvrir la saison. Et après, on en fait un très gros fin août. C'est toujours leur pérage, il est simple, on dit toujours que c'est le dernier week-end d'août. Et là, on fait venir d'autres associations, que ce soit Train Miniature, Train Réel. Voilà. Et puis, c'est une grosse fête où on fait à peu près entre 2500 et 3500 personnes pour le week-end qui viennent nous voir. Et donc, direction le Pas-de-Calais, votre prochain arrêt, Wagny. Direction également en dessous de la vidéo, vous y trouverez le lien vers le site de l'association et vers sa page Facebook, celui vers la page de souscription, si vous souhaitez aussi, pourquoi pas, donner un petit coup de pouce financier à ce beau projet de restauration. Un lien vers la page ILTV, c'est la télé de l'agglo d'Hénin-Carvin, avec une excellente interview filmée de Laurent Gosselin. Et puis le lien vers mon partenaire, si vous souhaitez acheter le film, le voir aussi en VOD, le film L'Héritier de Philippe Labro. Merci, mille merci à Laurent Gosselin d'avoir répondu à mes questions. On va tout faire pour se voir l'été prochain sur le site de l'association. Comme ça, je vous rapporterai des images de la voiture transatlantique. Grand merci également à Philippe Labro qui nous a très aimablement confié de belles images de sa collection personnelle. Merci à l'équipe de VMA, Bertrand Delabé en tête, et Anne Bois de Bolloré Média pour leur précieux concours et sans qui nous n'aurions pas pu faire cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terminus et je vous dis à très vite les pépites. Retrouvez les pépites de pâtes sur YouTube et autres plateformes de streaming.